C'est incroyable à quelle vitesse les choses peuvent être oubliées quand personne n'a plus de connaissances directes pour en parler. Vous connaissez peut-être la vie de vos grands-parents, mais que savez-vous de leurs grands-parents? Connaissez-vous la situation de votre famille 200 ans avant votre naissance? Si la réponse est non, comment pouvons-nous espérer comprendre pleinement les mystères d'un passé lointain? Numéro 1. La dalle de Saint-Bélec est-elle la plus ancienne carte d'Europe? Il s'agit d'une évaluation très controversée de cet ancien artefact, mais elle pourrait être exacte. La dalle a été découverte pour la première fois en France en 1900, mais considérée comme insignifiante, elle a été perdue pendant plus d'un siècle avant d'être redécouverte et examinée de plus près. C'est cet examen récent qui a conduit à l'idée que cet artefact de l'âge du bronze pourrait être plus que ce que l'on voit. La dalle est recouverte d'inscriptions et de marquages que l'on pensait autrefois symboliques, mais les experts estiment désormais qu'il s'agit d'une représentation topographique précise de la rivière Odet et de ses environs. Si cela est vrai, il s'agit d'une réalisation incroyable, si l'on considère que les personnes qui l'ont créée ont vécu il y a environ 4100 ans. Si nous interprétons la dalle comme une carte, nous pouvons probablement y voir une indication du territoire qui appartenait à un roi ou à un chef de cette époque. Le fait que la dalle ait été intentionnellement brûlée, brisée puis enterrée pourrait représenter la conquête du territoire par une autre entité. Cependant, tout cela n'est que conjecture. L'idée selon laquelle il s'agit de la plus ancienne carte d'Europe est rapidement acceptée comme une réalité. Numéro 2. En novembre 2016, des archéologues travaillant sur un site proche du village de Languézurance en Bretagne, en France, ont été récompensés de leurs efforts par la découverte d'une immense villa gallo-romaine. La villa se compose de plusieurs bâtiments disposés en forme de H autour d'un patio entouré de galeries à colonnes. Le patio couvre à lui seul plus de 16 000 pieds carrés. L'emplacement de la villa, qui date du 1er siècle, a probablement été choisi pour la vue imprenable qu'elle offrait sur la Rance. Les preuves archéologiques sur le site suggèrent que la propriété a été agrandie plusieurs fois après sa construction et est restée utilisée jusqu'au IVe siècle. La structure la plus impressionnante restante est peut-être le complexe thermal, qui couvre plus de 4300 pieds carrés et comprend une piscine chaude, une piscine froide, un bain de pieds et un caldarium, doté d'un sauna et d'un jacuzzi. Celui qui vivait ici devait être immensément riche, mais aucun élément d'identification n'a été trouvé sur le site. Les historiens ont conclu qu'ils appartenaient à une famille noble de la ville de Curiosita, mais cela ne nous dit pas grand-chose. Numéro 3. Notre prochaine découverte intrigante vient de l'ancienne ville égyptienne d'Abydos. En novembre 2016, des archéologues ont localisé le site d'une chambre funéraire en briques crues qui semble avoir servi de lieu de sépulture pour un navire funéraire du roi, il y a environ 3800 ans. Le navire était le seul véritable navire dans la chambre funéraire, mais pour une raison quelconque, il était accompagné de dessins de toute une flotte de navires similaires sur les murs, au total 120. Il est probable que le navire appartenait à un roi de la dynastie. Époque 12, dit ce n'est 2, puisque son tombeau est situé à proximité du site. Cet endroit a peut-être été découvert bien plus tôt, l'archéologue britannique Arthur Weigall a remarqué ici quelque chose d'inhabituel en 1902 et a commencé les fouilles, mais le toit s'est effondré pendant que son équipe travaillait, ils ont donc abandonné le projet. On s'attendait à ce que ces navires prennent vie dans l'au-delà et transportent le dirigeant décédé dans son voyage à travers l'éternité, bien qu'en trouver un entouré de tant de dessins soit unique. Nous ne savons pas ce que ce navire a fait pour mériter un tel traitement spécial. Numéro 4. À mesure que la technologie progresse, nous sommes en mesure d'ouvrir ou d'examiner des artefacts anciens sans les toucher ni les déballer. L'un de ces artefacts est un rouleau gravement brûlé qui a été trouvé dans la ville d'En-Gedi, en Israël, en 1970. La ville a entièrement brûlé au début du 7e siècle,
ce qui explique l'état du rouleau trouvé dans l'Arche sainte de la synagogue de la ville. Le parchemin était déjà ancien au moment de l'incendie, ayant été écrit au IVe ou Ve siècle à l'aide d'un programme développé par le professeur Brent Seal et son équipe de l'Université du Kentucky. Le parchemin a été numérisé, déballé, numériquement en septembre 2016 le contenu et les 8 premiers versets du livre du Lévitique. Ainsi, le rouleau d'En-Gedi est officiellement le plus ancien livre de Torah découvert depuis la célèbre découverte des manuscrits de la Mer Morte. C'est aussi le seul exemple au monde d'un livre du Pentateuque trouvé à l'intérieur d'une arche sainte. Cette technologie est désormais utilisée sur d'autres documents anciens délicats, notamment des rouleaux trouvés à Pompéi et à Herculanum. Numéro 5. Les trésors en or sont le type de découverte archéologique le plus fascinant pour de nombreuses personnes. Jetons donc un coup d'œil à une trouvaille en or sur l'île indonésienne de Java. Il s'agit d'une collection de 22 petites plaques d'or, chacune portant des symboles religieux. Les plaques ont été retrouvées ensemble dans une boîte en pierre, non loin d'un ancien temple bouddhiste. Des experts en archéologie ont été appelés sur le site du village de Ringin-Laric après que la découverte ait été faite accidentellement par des ouvriers du bâtiment qui construisaient un aquifère. Les spécialistes pensent que les plaques ont été réalisées au 8e siècle. Chacun est en or 18 carats et les symboles sont pour la plupart dédiés au dieu du vent, connu sous le nom de Diwalokapala, de la religion javanaise basée sur l'hindouisme. L'Agence centrale de conservation du patrimoine de Java a pris possession des objets après la découverte en septembre 2016, mais a veillé à ce qu'une récompense soit versée à la fois aux ouvriers du bâtiment et aux propriétaires du terrain où la découverte a été faite. Étant donné que les plaques se trouvaient dans une boîte décorative, il est probable qu'elles aient été enterrées en guise de bénédiction ou d'offrande lorsque les travaux sur le temple voisin ont commencé. Numéro 6. Situé dans la vallée de Mexico, à 40 km au nord-est de la ville moderne de Mexico, Teotihuacan témoigne des prouesses architecturales et de l'urbanisme des anciennes civilisations mésoaméricaines. Reconnue pour ses pyramides monumentales, telles que la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, Teotihuacan n'a pas été construite par les Mexicains ou les Aztèques, mais est antérieure à eux de plusieurs siècles. À son apogée, dans la première moitié du premier millénaire, elle était la plus grande ville des Amériques, abritant plus de 125 000 habitants et l'une des 6 plus grandes villes du monde à l'époque, couvrant une superficie de 20 mètres carrés. Teotihuacan était le cœur de la région, influençant bien au-delà de ses frontières grâce au commerce, notamment celui des outils en obsidienne, et culturellement grâce à ses innovations architecturales et artistiques. La ville a été fondée vers 100 avant JC, et la construction de ses principaux monuments s'est poursuivie jusqu'à environ 250 après JC. Cependant, vers 550 après JC, la ville connut d'importantes destructions et fut abandonnée au cours des 7e et 8e siècles, probablement en raison d'événements météorologiques extrêmes entre 535 et 536. La conception urbaine de Teotihuacan était centrée sur l'avenue des Morts, reliant les principaux lieux cérémoniels et administratifs, y compris les pyramides. La pyramide du Soleil, l'une des plus grandes de Mésoamérique, culmine à plus de 66 mètres et a été construite avec 3 millions de tonnes de pierre, sans outils métalliques, sans roues ni animaux de trait. Les techniques de construction utilisées par les Téotihuacans ne sont pas encore entièrement comprises. Les pyramides avaient une structure en planche en pente, avec des panneaux inclinés et verticaux alternés, offrant une stabilité et un aspect visuel impressionnant. À l'intérieur, ils ont été construits avec des moellons, des briques en pisé et une couche d'enduit à la chaux, ce qui leur a permis de résister aux tremblements de terre courants dans la région. Malgré sa taille et sa planification, il n'y a aucune preuve claire d'une monarchie centralisée, ce qui suggère que la ville aurait pu être un État théocratique ou collectif, comme en témoigne le manque d'iconographie royale et la prédominance du symbolisme religieux communautaire.
L'influence de Teotihuacan s'est répandue dans toute la Mésoamérique, comme en témoignent les artefacts trouvés dans des endroits éloignés tels que les terres mayas et la côte du Golfe. Après son déclin, Teotihuacan a influencé les civilisations ultérieures, comme les Aztèques, qui la considéraient comme le berceau des dieux. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des millions de visiteurs pour admirer ses pyramides et sa culture. Malgré les études archéologiques, de nombreux aspects de Teotihuacan restent mystérieux, notamment les raisons de son déclin et l'appartenance ethnique de ses habitants. Le nom original de la ville fait également l'objet de débats, certaines théories suggérant qu'elle était connue sous le nom de « Ville du Soleil » plutôt que de « Ville des Dieux ». Numéro 7. Sacsayhuaman, à la périphérie nord de Cusco, au Pérou, ce complexe massif culmine à 3701 mètres d'altitude. Construite au XVe siècle sous la direction du Sapa Inca Pachacutec et de ses successeurs, les réalisations architecturales de Sacsayhuaman continuent de soulever des questions sur les capacités des civilisations préhistoriques. La structure est célèbre pour ses colossaux murs en pierre sèche, composés d'énormes blocs taillés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de mortier. La précision est telle que même un morceau de papier ne peut pas se glisser entre de nombreuses pierres. Cette technique met non seulement en valeur la compréhension avancée des Incas en matière de maçonnerie, mais également leur capacité à manipuler de grosses pierres pour résister à l'activité sismique qui secoue fréquemment la région. On estime que la plus grosse pierre pèse près de 200 tonnes et la question reste de savoir comment elle a été transportée et sculptée de manière complexe en utilisant la technologie limitée disponible à cette époque. L'emplacement stratégique de la forteresse sur une colline escarpée offre une vue imprenable sur la vallée de Cusco, suggérant son utilisation comme bastion militaire. Cependant, la complexité et l'élégance de la pierre suggèrent qu'elle avait également un rôle cérémoniel important. La vaste place et les grandes terrasses aux murs en zigzag, qui imitent les dents d'un puma, ainsi que l'alignement du site avec les événements célestes, montrent son importance spirituelle pour les Incas. La construction de Sacsayhuaman est remarquable étant donné que les constructeurs Incas utilisaient principalement des outils en bronze ou en pierre. Les Incas ont façonné les énormes pierres avec une telle précision que les murs ont résisté à des siècles de catastrophes naturelles. Des expériences modernes, comme celle de Vince Lee, ont tenté de reproduire la précision des maçons Incas, mais atteindre la précision des joints de pierre reste difficile, augmentant le mystère de leur méthode de construction. Au fil des siècles, Sacsayhuaman a subi des pillages et des destructions, notamment lors de la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco. Aujourd'hui, il ne reste que les plus grosses pierres, trop lourdes pour être déplacées, permettant d'imaginer la grandeur originelle de Sacsayhuaman. À l'ère moderne, Sacsayhuaman est devenu un symbole de fierté culturelle. C'est le cadre d'Inti Raymi, le festival Inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de touristes et d'habitants locaux venus découvrir la tradition Inca et rendre hommage à l'ingénierie de leurs ancêtres. Numéro 8. Dans la verdure du comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, un tombeau néolithique plus ancien que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, construit vers 3200 avant JC. Il fait partie du complexe Brunabouan, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombes de Knowth et d'Oth. Newgrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant d'endroits éloignés tels que les monts Mourne et Wicklow. Au centre de Newgrange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme, utilisée pour enterrer les ossements humains brûlés et non brûlés, suggérant son utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe.
Les archéologues pensent que New-Grange avait un objectif religieux ou cérémonial, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement constituée de blocs de quartz blanc, et la présence d'un cercle de pierres environnantes accentue encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, où l'on pense qu'il abrite des divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que New-Grange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale des histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres se rencontraient. Les études archéologiques, notamment celles de Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de New-Grange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade du tombeau pour faciliter l'accès des visiteurs, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure. De plus, l'art de New-Grange, avec ses gravures de spirales, d'arcs et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les pierres du plat-bord, ont une signification rituelle au-delà de la décoration. Numéro 9. Une surprenante percée archéologique en Amazonie équatorienne a révélé un vaste réseau de villes anciennes datant de plus de 2500 ans. Cette découverte révolutionnaire, menée par l'archéologue Stephen Rostin et son équipe, remet en question les perceptions traditionnelles de la forêt amazonienne comme une nature sauvage, révélant un paysage urbain sophistiqué qui s'épanouit en harmonie avec son environnement. Grâce à la technologie LIDAR avancée, les chercheurs ont scanné la dense forêt amazonienne et découvert environ 6000 plateformes rectangulaires et un système routier complexe s'étendant sur 300 km². Ces villes, construites autour de places et de centres cérémoniels, ont démontré un niveau de conception urbaine et d'ingénierie similaire à celui des civilisations anciennes comme Rome. Les routes, certaines mesurant jusqu'à 10 mètres de large et s'étendant jusqu'à 25 km, ont été planifiées avec précision en ligne droite reliées à angle droit, démontrant une compréhension sophistiquée de l'adaptation au paysage. Cette découverte se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par son âge. Ces villes sont antérieures d'environ 1000 ans à tout autre site amazonien complexe connu, florissant à partir d'environ 500 avant JC. Jusqu'à son mystérieux abandon entre 300 et 600 après JC. À leur apogée, ces villes auraient pu abriter jusqu'à 30 000 habitants, ce qui en faisait de grands centres métropolitains comparables à Rome, Londres. La civilisation qui prospérait dans ces villes, probablement les cultures Kilo et Upano, étaient hautement spécialisées. Ils ont utilisé des pratiques agricoles innovantes, cultivant du maïs, des patates douces et des haricots dans des champs en terrasse. Cette gestion durable des terres reflète leur profonde connaissance de l'environnement et contribue à préserver les techniques agricoles des communautés autochtones actuelles de la région. Au-delà de sa valeur archéologique, cette découverte remet en question les récits historiques de l'ère coloniale en montrant des civilisations avancées qui prospéraient en Amazonie bien avant le contact européen. Il souligne la nécessité de maintenir et de comprendre les connaissances et les traditions autochtones qui ont façonné la région amazonienne au fil des millénaires. À mesure que l'intérêt pour la vallée du Pano se développe, les activités d'écotourisme et de conservation gagnent du terrain. La vallée, avec ses vues imprenables sur la rivière Upano, ses imposantes falaises et le volcan Sangay adjacent, présente un potentiel de destination future pour les voyageurs désireux de voir ces merveilles anciennes par eux-mêmes et de participer à l'héritage vivant des peuples amazoniens. Numéro 10. Peu de légendes fascinent autant l'imagination qu'Eldorado, une mythique cité d'or que l'on dit cachée au cœur des Amériques. L'Eldorado, originaire des traditions muiscas de Colombie, était associé à des richesses incalculables et sans précédent. Pendant des années, les explorateurs européens, inspirés par les récits de conquête et de pillage des civilisations aztèques et incas,
ont entrepris de périlleux voyages dans des territoires inexplorés à la recherche de cette métropole légendaire. L'attrait d'El Dorado est né des réalités de la conquête espagnole dans les Amériques. Le pillage des cultures indigènes, qui a produit d'énormes quantités d'or et d'autres richesses rares, a alimenté l'hypothèse selon laquelle des fortunes encore plus importantes étaient cachées quelque part dans les vastes étendues du Nouveau Monde. Le terme « El Dorado » est dérivé du rituel muisca de « l'homme d'or », dans lequel un chef était décoré de poussière d'or et d'offrandes sacrées avant d'être cérémonieusement jeté dans le lac Gatavita. Cette pratique, observée par les conquistadors espagnols, a cimenté l'idée d'une ville entièrement recouverte d'or. L'une des missions les plus remarquables à la recherche de l'El Dorado a été dirigée par Gonzalo Pizarro. Pizarro et ses troupes partent de Cusco, au Pérou, dans la dangereuse forêt amazonienne, faisant face à d'énormes obstacles, notamment un terrain accidenté, des maladies et la résistance des tribus. Malgré des recherches approfondies et des interrogatoires sévères de la population indigène, l'expédition n'a pu trouver aucune preuve tangible de la ville mythique. Le groupe s'est dispersé et Francisco de Orellana a continué à descendre le fleuve Amazone, devenant finalement le premier Européen à le traverser entièrement. Les descriptions d'Orellana des villes indigènes et des puissantes femmes amazoniennes ont stimulé l'imagination européenne, même si elles n'ont pas atteint les richesses promises par El Dorado. Les historiens sont devenus de plus en plus sceptiques quant à l'existence de l'El Dorado sur la base des rapports européens. L'Amazonie était considérée comme impropre aux civilisations à grande échelle, et beaucoup ont rejeté les histoires d'Orellana comme des exagérations créées pour plaire à la couronne espagnole et éviter les accusations d'abandon de Pizarro. Cependant, des découvertes archéologiques ultérieures remettent en question cette vision. Les fouilles près du cours supérieur du fleuve Ing ont révélé d'énormes terrassements et routes indiquant d'importantes populations précolombiennes. Les géoglyphes observés depuis les satellites indiquent un réseau de villages interdépendants s'étendant sur des milliers de kilomètres, compliquant notre compréhension de l'histoire de la région. Cependant, ces découvertes ne reflètent pas la majesté de l'El Dorado. Les tactiques autochtones visant à tromper les envahisseurs ont probablement alimenté le mythe, décrivant la ville comme toujours hors de portée. Malgré cela, la fascination pour les villes oubliées continue de pousser des explorateurs comme Percy Fawcett à plonger dans les profondeurs de l'Amazonie à la recherche de la ville de Z.